Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument fascinant, à savoir le cadre juridique qui entoure et protège notre corps, notre esprit et de plus en plus nos identités numériques. C'est une thématique qui touche vraiment à l'essence même de ce que signifie être humain aux yeux de la loi. On va décortiquer ensemble les différentes couches de protection qui sanctuarisent notre existence au quotidien. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Face à des technologies ultra-modernes capables de cloner des voix ou de générer des visages à une vitesse vertigineuse, on est tout à fait en droit de se poser une question simple: comment la loi fait-elle pour nous protéger concrètement ? Eh bien, face à ces nouvelles menaces, le droit ne reste absolument pas figé. Il s'appuie sur des concepts très anciens pour ériger de nouveaux remparts. D'ailleurs, l'adaptation de la loi est constante. Figurez-vous qu'une loi toute récente, promulguée en mai 2024, est venue réguler frontalement cet espace numérique. Elle pénalise la création et la diffusion de contenus visuels ou sonores générés par l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle communément les deepfakes, dès lors qu'ils représentent une personne sans son consentement explicite. C'est la preuve parfaite que nos vieilles protections juridiques savent se mettre à jour face aux défis technologiques. Au programme de notre analyse d'aujourd'hui, nous allons d'abord aborder les droits de la personnalité, puis la protection du corps humain, le droit à la dignité, les questions de vie privée et d'image, pour terminer sur les droits des personnes morales. Commençons donc par notre première partie. 1. Les droits de la personnalité, définir le bouclier central. Ce concept, c'est vraiment la base de tout l'édifice. Et ce qui est merveilleux quand on y pense, c'est que ce bouclier nous colle à la peau dès la toute première seconde de notre existence. Ces droits sont inhérents et indissociables. Ils s'attachent automatiquement à tout être humain dès l'instant où il naît et acquiert la personnalité juridique. Leur rôle, protéger nos intérêts primordiaux, que ce soit sur le plan purement physique ou moral. Ce qui nous amène à notre deuxième partie. 2. Protéger le corps humain, le bouclier physique. Ce visuel illustre parfaitement la mécanique du système. La protection de notre enveloppe charnelle a été lourdement renforcée en France, en particulier grâce aux lois de bioéthique de 1994. Tout repose sur un dualisme essentiel. À gauche, l'inviolabilité. Personne n'a le droit de toucher à notre intégrité physique sans notre accord. À droite, l'indisponibilité. C'est l'idée que le corps humain est purement et simplement exclu du commerce. On ne peut pas le vendre, ni faire des contrats dessus comme on le ferait avec un vélo ou une voiture, et ce même si on est tout à fait d'accord sur le principe. Mais attention, l'inviolabilité n'est pas un dogme absolu. Le droit prévoit des exceptions extrêmement strictes où l'État peut s'affranchir de cette règle pour garantir un intérêt supérieur. On parle ici des vaccins obligatoires pour des raisons de santé publique, des prélèvements ADN ou sanguins exigés par la justice dans des enquêtes criminelles, des soins d'urgence pour sauver une vie, ou encore de l'alimentation forcée pour les détenus en grève de la faim. Faisons un petit bond dans le passé pour bien saisir cette notion complexe d'indisponibilité. Au XIXe siècle, il était encore courant de régler ces différends lors de duels, et les participants signaient carrément des contrats acceptant de potentiellement mourir ou d'être grièvement blessés. Sauf qu'en 1837, la Cour de cassation a tapé du poing sur la table. Ces contrats sont frappés d'une nullité absolue. La logique est implacable, l'ordre public prime, et on n'a tout simplement pas le droit de disposer de sa propre vie via un contrat privé. C'est précisément cette règle d'indisponibilité qui garde le corps humain hors de toute logique marchande aujourd'hui. Voilà pourquoi on ne peut pas vendre ses organes ou ses gamètes, et pourquoi les contrats de mère porteuse sont considérés comme nuls et non avenus en France. C'est aussi ce principe qui sous-tend la loi d'avril 2016 sur la prostitution, qui vient pénaliser les clients, réaffirmant que le corps de l'humain ne peut faire l'objet d'aucune transaction légale. Poursuivons avec la troisième partie, 3. Le droit à la dignité, l'esprit et l'âme. Alors là, on touche vraiment au cœur de la philosophie du droit. La dignité humaine. C'est un droit naturel qui interdit fermement toute action visant à dégrader ou humilier l'individu. Ce qui est absolument crucial de comprendre ici, c'est la force de cette protection. Elle est tellement absolue qu'il est juridiquement impossible de consentir à sa propre dégradation. Il y a une affaire devenue célèbre en 1995 devant le Conseil d'État qui l'illustre à la perfection. Elle concernait l'interdiction dans certaines communes d'une attraction appelée le lancer de nains. Eh bien, même si la personne concernée était parfaitement consentante, qu'elle portait un équipement de sécurité et qu'elle touchait un salaire pour ça, le juge a tranché net. L'activité a été interdite car elle constituait une atteinte flagrante à la dignité humaine. Le fait d'être d'accord ne rend pas l'humiliation légale. Du coup, ça soulève une interrogation un peu existentielle. Est-ce que ce droit à la dignité s'éteint au moment de notre dernier souffle ? Eh bien non. L'article 16-1-1 du Code civil est très clair là-dessus. Le respect dû au corps ne s'arrête pas avec la mort. Les restes d'une personne décédée doivent impérativement être traités avec dignité, respect et décence. On passe à l'avant-dernière étape, la quatrième partie. 4. Vie privée et image. C'est souvent là que les choses se corsent. Exactement sur cette ligne de crête entre sphère privée et intérêt public. Prenez l'histoire de cet enfant secret d'un prince, mis en lumière par la presse. En temps normal, la famille et les affaires sentimentales relèvent à 100% du domaine privé.
Mais la justice n'a pas condamné la révélation. Pourquoi ? Parce que le public avait un intérêt légitime à être informé. L'existence de cet enfant venait directement modifier l'ordre de succession au trône d'un État. De manière générale, diffuser une image ou des infos sur la vie privée de quelqu'un exige un accord clair et préalable. Mais le droit prévoit des assouplissements. Les journalistes ou auteurs peuvent se passer de cette autorisation si on parle de faits purement historiques, d'événements d'actualité brûlants, de grands débats d'intérêt général ou d'éléments qui ont déjà été largement déballés lors de procès publics. C'est le fameux droit à l'information qui sert ici de balancier. Enfin, notre cinquième et dernière partie. 5. Les droits des personnes morales, c'est-à-dire les droits des entreprises et associations. On change totalement de registre pour voir comment tout ça s'articule pour une entreprise. C'est le jour et la nuit. Évidemment, une entreprise n'ayant pas de corps, elle n'a pas d'intégrité physique à protéger ni de sentiments. En revanche, le droit lui accorde des protections taillées sur mesure. Elle peut défendre son nom commercial, faire respecter l'inviolabilité de ses locaux professionnels et bien sûr attaquer pour diffamation si on porte atteinte à sa réputation. J'adore cette anecdote de 2016 parce qu'elle résume très bien la situation. C'est un géant de boulangerie qui, au nom de sa société, attaque un voisin dont la caméra de vidéosurveillance filmait la cour arrière de son commerce. Le motif ? Une atteinte à la vie privée de la boulangerie. La Cour de cassation a tout simplement balayé l'argument. Une boulangerie n'a pas de vie privée. La notion d'intimité est liée à la vulnérabilité humaine, un concept qui ne peut pas s'appliquer à une entité commerciale purement abstraite. Pour terminer cette exploration, tournons-nous une seconde vers l'avenir. On voit arriver des avancées neurotechnologiques incroyables, capables un jour de décoder, voire d'influencer nos ondes cérébrales. Alors on est en droit de se poser une question qui donne un peu le vertige. Ce fameux bouclier juridique qui a su s'adapter aux deepfakes et à l'IA, devra-t-il bientôt s'étendre pour créer un véritable droit à l'intégrité cérébrale ? Va-t-on devoir légiférer pour sanctuariser nos pensées les plus intimes ? C'est une réflexion profonde qui montre bien que la redéfinition de notre protection en tant qu'être humain n'est pas près de s'arrêter. Gardons l'œil bien ouvert sur l'évolution de ces droits fondamentaux.